Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Plus personne en studio à Sud Radio, comme dans beaucoup de médias d'ailleurs. Nous sommes là avec vous pour répondre à vos questions, pour vous aider, pour vous accompagner. En ligne avec nous, le président des médecins généralistes de la Confédération des syndicats médicaux français, Luc Duquesnel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste en Mayenne. C'est une région qui est pour l'instant assez épargnée par l'épidémie. On va voir avec nous, vous pourrez répondre aux questions que se posent nos auditeurs. Et puis Pascal Crépet, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'école des hautes études en santé publique, spécialiste en épidémiologie et biostatistique. Donc vous travaillez sur la dynamique des propagations des maladies infectieuses. Peut-être commencer avec vous. Alors je rappelle le numéro 0826 300 300, également le Facebook, si vous voulez poser des questions aux médecins. Peut-être Pascal Crépet, comprendre est-ce que vous avez été surpris par la rapidité de la propagation? Est-ce que c'est propre à ce virus? Alors, surpris, disons qu'on est toujours surpris quand quelque chose qu'on voit sur nos ordinateurs dans nos modèles quand on le voit se réaliser dans la réalité. Donc la surprise, c'est effectivement que ça arrive. Après, donc tous les éléments, tous les paramètres qui ont été calculés depuis les premières données qu'on a obtenues en Chine montrent que finalement non, ce n'est pas surprenant de voir une telle dynamique. Par contre, c'est toujours un peu problématique lorsque les choses deviennent réelles, quoi. Oui, sauf que est-ce qu'il y a d'autres virus qui se propagent de cette manière-là, ou est-ce que c'est propre au coronavirus, la contagiosité à ce point? Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a différents éléments, et puis il y a plusieurs paramètres qui font que ce coronavirus est particulièrement problématique. C'est pas un virus qui se propage de façon, en termes de probabilité de transmission, qui se propage de façon très très exceptionnelle. Il a un R0 autour de 3, peut-être entre 2,5 et 3. C'est quoi un R0 ? Le R0, c'est ce qu'on appelle le nombre de reproductions de base. Ça veut dire qu'un infecté va en moyenne infecter 3 autres personnes pendant sa période de contagiosité, à condition qu'il n'y ait pas de mesures de contrôle et que toute la population soit susceptible d'être contaminée voilà. et infectée. Et donc, la coqueluche, par exemple, a un R0 autour de 15. Et donc la coqueluche se propage à beaucoup plus de monde que ce coronavirus. Mais le problème, c'est que ce coronavirus fait des formes asymptomatiques très faibles qui sont difficiles à détecter. Et donc, contrôler sa propagation est compliqué. D'accord. Alors, Luc Duquesnel, docteur, qu'est-ce que ça veut dire asymptomatique ? Bien, asymptomatiques, ce sont des gens qui éventuellement sont susceptibles donc d'être porteurs du virus, et on dit qu'éventuellement 60% de la population pourrait être porteur du virus, et finalement qu'ils ne le savent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun signe clinique, ils n'ont pas de fièvre, ils toussent pas, et pourtant ils peuvent, s'ils vont voir papy, mamie, ils peuvent leur passer le virus et les contaminer. D'où ces mesures de confinement, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, nous en tant que médecins généralistes, mais c'est la même chose pour la population, on a 2 types de situations, si on veut essayer de classer. Il y a les zones comme l'Oise, comme le Haut-Rhin, comme le Morbihan, où là, très clairement, on a un nombre de personnes infectées très important, un nombre de complications où tout le monde, aussi bien la médecine ambulatoire, mais aussi les établissements de soins, on le voit, mais aussi les EHPAD, là, sont en situation de crise. Et puis la chance qu'on a dans des régions comme la mienne, où finalement on a 8 à 15 jours de retard et on a le temps de s'organiser pour faire face à une situation où je dirais que les départements que j'ai cités tout à l'heure n'ont pas eu le temps de s'organiser. Et donc là, c'est aussi bien d'ailleurs la population avec le confinement, mais nous aussi les professionnels de santé, puisque là on est, et moi je salue la mobilisation, je dirais tous les jours, y compris dimanche, tous les médecins généralistes répondent présents, je veux dire partout en France et s'organisent, et que là on doit avoir une réflexion territoriale, collective, et non plus une réflexion individuelle d'un médecin par rapport à sa patientèle, c'est plus ça. Et quand dimanche on a fait le tour à l'échelon par exemple d'un département comme le mien, on s'est aperçu qu'il y a plein de cabinets médicaux,
de médecine générale où les médecins travaillent sans rendez-vous, sans secrétariat, c'est-à-dire qu'il y a un flux de gens qui arrivent. Très clairement, c'était plus possible en période d'épidémie, parce que c'est là que finalement, les gens qui viennent voir leur médecin vont se contaminer les uns les autres. Ouais. Et donc, c'est toutes ces réflexions qu'on est en train de mener collectivement, et je dirais qu'on a la semaine, on a quelques jours pour mettre ça en place. C'est ce qu'il est en train de se faire dans plein de départements en France. Oui, mais vous avez les moyens. On a vu dans la première partie de l'émission les coups de gueule de plusieurs médecins qui disent on n'a pas de masque, on n'a pas de gel. On a beaucoup de gens qui nous disent ça. Vous n'êtes pas armés pour aujourd'hui soigner des gens. Alors très clairement, on n'a rien. On n'a rien, c'est la problématique. Là, j'ai encore une réunion ce soir avec l'Agence régionale de santé, comment on peut faire. Alors, après ça, quand on mobilise les forces, moi j'ai trouvé 1000 masques FFP2, on sait que c'est celui qui protège le mieux. Dans une EHPAD, vendredi dernier, j'en ai retrouvé 200 dans une crèche hier, les crèches sont fermées. Ouais. J'ai la mairie qui en propose, et après ça, c'est s'organiser pour recenser comment on les utilise. C'est vrai que j'étais à Paris samedi dernier, j'ai vu que les manifestants, les gilets jaunes, avec des masques FFP2 pour les protéger des gaz lacrymogènes. Donc c'est vrai que ça serait bien que les médecins en aient aussi. Voilà, le gel. Je crois qu'on va, parce qu'en effet, il ne s'agit pas d'exposer les professionnels de santé. On le voit, ce qui se passe sur Mulhouse, sur les zones aujourd'hui. On a des jeunes médecins qui sont en réa, intubés, ventilés. Et en plus de ça, quand on s'expose, nous, c'est aussi exposer nos familles quand on rentre chez nous, parce que le virus, c'est aussi des règles qu'on doit apprendre. La population doit apprendre les règles, mais nous aussi, parce que moi, ça fait 30 ans que j'exerce. Je vais travailler dans des conditions où j'ai jamais travaillé depuis 30 ans. Donc, c'est partager une information. Mais bon, si on a le matériel pour pouvoir se protéger, moi, mon département, mais c'est le cas de plein d'autres départements en France, ça y est, on a des organisations qui vont être mises en place on va recevoir les appels, on a divisé le département en 8 lieux de consultation avec des flux de patients. Voilà, on est en train de mettre tout ça en place. Oui, on entend, mais c'est vrai qu'il y a des zones qui sont aujourd'hui très touchées, beaucoup d'inquiétudes. Pascal Crépet, est-ce que la prise de conscience, sans vouloir polémiquer, n'a pas été un peu trop tardive ? Parce que est-ce que vous aviez, vous qui modélisez ce type d'épidémie, vous aviez depuis longtemps le sentiment qu'il fallait intervenir peut-être plus rapidement et prendre les mesures qui ont été prises hier beaucoup plus vite ? Vous savez, les modèles que nous on fait, ils sont là pour essayer de synthétiser l'ensemble des informations qu'on peut avoir sur l'épidémie et voir lorsque l'on met l'ensemble des pièces du puzzle ensemble, quelle image ça donne. Le problème, c'est que les pièces du puzzle, on les récupère au fil de l'eau. Elles n'ont pas forcément toutes des formes très adéquates, dans le sens où les données sont encore partielles, les études sont en cours. Là, on fait de la science en temps réel, et c'est pas comme ça forcément qu'on fait habituellement. Donc on doit s'adapter. Donc les modèles, même encore maintenant, donnent des prédictions relativement larges, mais c'est sûr que on a vu relativement tôt et un peu plus tôt, il y a déjà quelques semaines, on va dire, qu'on était à risque d'un épisode extrêmement important et d'une crise majeure. Cool. Mais alors est-ce qu'on a été un peu les Cassandres de cette crise, peut-être, mais encore une fois, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire que il y a 3 semaines, je vous aurais dit, on va devoir arrêter toutes les activités de l'économie et de la population en France. Vous ne m'auriez même pas passé à la radio. Si, il y a 15 jours, on commençait déjà à s'inquiéter un peu et d'écouter des gens comme vous, des scientifiques. Est-ce qu'il y a juste des régions du monde qui ont été touchées, comme la Chine, qui sont aujourd'hui sorties d'affaires ? Est-ce que vous le savez, ça ? Est-ce que vous observez l'épidémie en Asie, par exemple, où elle en est ? On observe sortie d'affaires, honnêtement, pour l'instant, c'est compliqué à dire, d'autant plus que ce qui arrête une épidémie comme celle-ci, c'est soit des facteurs climatiques qui font que le virus va moins se propager, soit la population s'immunise
en étant infectés ou grâce à un vaccin. En Chine, il est fort probable que s'ils arrêtaient leurs mesures de confinement, ils verraient rebondir la courbe épidémique. Donc tout ça est encore un peu compliqué. Encore une fois, on observe ce qui se passe et on analyse les données au jour le jour. Au jour le jour. Alors on a Marie en ligne, 0826 300 300, si vous voulez poser des questions, soit à Pascal Crépet, soit au docteur Duquesnel. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Oui, ben voilà, je voulais donc poser la question au docteur pour savoir pour le masque. Ma fille a un simple masque qu'elle a trouvé. Elle garde les enfants de médecins dans son école à Auxerre. Et je voulais savoir si ce masque qu'elle met, il est bon pour une journée ou plusieurs jours, parce que je suis inquiète. Oui, alors les masques, un point masque, docteur Duquesnel. Les masques, premièrement, qu'elle porte un masque, c'est très bien. Normalement, un masque, on estime que sur une journée de 12 heures, il faudrait le changer toutes les 4 heures à peu près en moyenne. Donc ça veut dire que sur une journée, ça fait 3 masques. Et aussi important, c'est que si jamais en face d'elle, elle a des enfants qui toussent, qui sont enrhumés et tout, c'est qu'ils portent aussi des masques. Alors c'est vrai que c'est pas forcément très très facile en fonction de l'âge des enfants, mais autant un masque chirurgical, on dit que ça protège à peu près de 58%. Si la personne qui est en face, et c'est ce qu'on fait pour nous puisqu'on n'a pas de masque FFP2, si elle en porte aussi un, on passe à 92% de protection. C'est pas la seule protection, c'est le lavage des mains, c'est le lavage des surfaces. C'est éviter aussi, bon, tout ça dépend si en effet ces enfants peuvent être porteurs, donc leurs parents sont professionnels de santé, quel est le niveau de protection. Voilà, donc en tout cas, porter un masque, les autres en portent, c'est le lavage de main, c'est toutes ces mesures-là, nettoyer les surfaces, les poignées de porte, c'est tout, en théorie, les jouets, si on a un enfant, alors c'est pas simple. On garde des enfants, c'est vrai que nous, dans nos salles d'attente, dans mon cabinet, on a enlevé tous les livres, on a enlevé tous les jouets, on demande aux parents de garder les enfants sur les genoux. Alors c'est vrai que c'est pas simple quand on garde des enfants à domicile. Corinne qui a une maladie qui est qui a une sclérose en plaques, je crois, Corinne, c'est ça, qui dit mon auxiliaire de vie en a un seul pour sa journée entière. Ça n'a pas de sens. Oui, non, mais tout à fait. C'est le manque aujourd'hui. Mais je vous dis, même nous médecins, hein, les organisations qu'on va mettre en place, on va être éventuellement avec des tenues de ville, une blouse dessus, mais on sait que c'est pas suffisant, et des masques. Voilà, on tirera des enseignements très très importants suite à cette crise pour l'avenir. Mais hélas, c'est encore une fois, c'est toujours compliqué de dire on aurait pu, on aurait dû, etc. Enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même aberrant que la France se retrouve dans un état de pays du quart-monde, pardon de le dire comme ça, avec des médecins qui n'ont pas de masque. Enfin, c'est insensé, non ? Tout à fait. Je veux dire, les médecins sont... Alors, moi, je suis très, très en colère quand on entend que ce soit Bruno Le Maire, le président de la République, le ministre de l'Intérieur dire bravo, merci à nos soigneurs. Mais que ne les ont-ils entendus depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 10 ans, quand ils alertaient sur la situation sanitaire de nos hôpitaux, sur le désastre. Alors, je ne veux pas dramatiser non plus, mais en tout cas, qu'on manque de masques en France, c'est hallucinant. C'est vrai, mais j'étais aussi jeudi dernier avec Olivier Véran, qui était aussi très en colère parce que des centaines de milliers de masques ont été volés dans les hôpitaux. C'est aussi le côté citoyen de chacun, la protection. Donc aujourd'hui, après, on est obligé de faire avec les moyens du bord. C'est parce que sinon, il faut qu'on essaye de positiver. Oui, bien sûr. Et qu'aujourd'hui, dans nos départements qui aujourd'hui sont pas encore trop touchés, si les gens respectent bien les mesures qui sont prises, on va éviter cette propagation du virus. C'est essentiel, mais moi je suis dans un pôle de santé. La pharmacie hier, j'étais en réunion avec la pharmacienne hier soir, ils ont eu 600 passages hier dans la journée. C'est insensé. Donc ce que je veux dire, c'est des vrais lieux de contamination. C'est aussi à la population de prendre conscience. D'être responsable. Qu'est-ce qu'on fait alors les premiers symptômes, quand est-ce qu'on appelle, quand est-ce qu'on s'inquiète, la maladie, de ce que vous en savez. Alors je ne sais pas si Pascal Crépet peut répondre, c'est-à-dire que vous avez parlé d'asymptomatique, c'est-à-dire des gens qui vont développer une forme
plus virulentes, d'autres moins. Les premiers symptômes sont très peu spécifiques. C'est par exemple mal à la tête, des douleurs musculaires, de la fatigue, et parfois on a la fièvre et les signes respiratoires. Ils arrivent que secondairement, au bout de 2 à 3 jours après les premiers symptômes. Quand on a un doute éventuellement, donc là premièrement c'est s'isoler, mais là les gens vont être confinés, c'est faire attention au restant de la famille, hein, très clairement, quand on est dans une maison et tout, c'est qu'on va pas faire attention par rapport aux personnes âgées, et puis après ça on a un certain nombre de patients. Alors, c'est là après qu'on a les patients à risque qui peuvent développer, alors pas seulement eux, hein, parce qu'on voit aussi des gens jeunes qui aujourd'hui développent des cas graves et on comprend pas pourquoi. Et après, c'est aussi demander l'avis de son médecin traitant. Vous avez des départements, on met un numéro de téléphone, on répond, on s'organise pour recevoir les patients, mais en tout cas, c'est pas se précipiter dans les salles d'attente des médecins. Non, il n'y a pas de médicaments aujourd'hui pour le soigner. Il faut prendre, on rappelle surtout pas d'ibuprofène, pas d'aspirine, prendre du Doliprane, les corticoïdes, voilà, c'est paracétamol. En même temps, on continue ces traitements. On n'arrête pas les traitements. On n'arrête pas les traitements, ça c'est essentiel. Et si on ne sait pas, on appelle son médecin traitant. Ouais. D'accord. Une question à Pascal Crépet. J'ai plusieurs auditeurs qui me disent on parle d'un effet boomerang en Chine, c'est-à-dire avec une diminution à un moment de la contagion et qui repartirait. Oui, si elle repart, c'est parce que justement on dessert les taux autour du confinement. Il n'y a pas de mystère. Hein. Ce qui permet à une maladie comme celle-ci de se transmettre, c'est 3 facteurs. Hein. C'est d'un côté la probabilité d'infection directe lorsque on est en contact avec une personne infectée, la durée de contagiosité de la personne infectée et le nombre de contacts que les gens ont en moyenne. Donc si ce nombre de contacts on le ramène, alors pas à 0, mais en tout cas on le divise par 3 ou 4. Mécaniquement l'épidémie s'éteint et donc on met le couvercle sur les foyers épidémiques. Oui. On a Marie, non c'est Christine qui avait une question pour le docteur. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Donc, moi, la question que je me posais, elle est peut-être stupide, mais enfin bon, les beaux jours vont arriver, avec, malheureusement, les moustiques. Est-ce que ça peut être un facteur de transmission, ces petites bestioles-là? Les moustiques? Oui. Alors docteur, de ce qu'on sait notre infectiologue, a priori, moi, jusque-là, et aussi bien par rapport dans les dom-toms, là on commence à avoir quelques cas. A priori, c'est pas quelque chose qui a été identifié aujourd'hui comme étant une source de transmission, mais j'attends l'avis de notre spécialiste. D'accord. Oui, mais normalement, Pascal Crépet. Il faut vous préciser à quel docteur vous vous adressez. Oui. Pascal Crépet. Donc, ça n'est pas une arbovirose. Donc, c'est pas une maladie qui est portée par le sang, par les, non, mais surtout par les moustiques. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter des moustiques en particulier. Hein. Ça se transmet vraiment par les voies respiratoires et par les gouttelettes. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir vis-à-vis des moustiques. Hein. D'accord. Et les animaux domestiques non plus. On a entendu que la SPA craignait un très fort nombre d'abandons de gens qui craignent d'être infectés par leurs animaux. Là aussi, il n'y a aucun lien entre les animaux domestiques et ce coronavirus. Alors moi, j'ai pas de données précises sur les animaux domestiques, mais je crois avoir vu une étude qui montrait qu'il n'y avait pas de problème particulier. Oui. Pourquoi peut-être cette question, on parle du cas 0 ou de celui qui a été contaminé soit par une chauve-souris, soit par un pangolin. Qu'est-ce qui fait que ces animaux ont transmis la maladie à l'homme? Et pourquoi cela? Est-ce que vous avez la réponse, Pascal Crépet? Alors, en fait, on sait que les coronavirus, en règle générale, un de leurs réservoirs principaux, ce sont les chauves-souris. C'est pour ça que les chauves-souris ont tout de suite été un peu ciblées, entre guillemets,
on fait le focus des études. Ce qu'on a l'air de savoir, mais encore une fois, la science avance pas à pas, c'est que pour que ce virus-là se transmette à l'homme, il faut qu'il passe par un autre mammifère. Et c'est pour ça que, en l'occurrence, le pangolin, a priori, aurait été infecté par une chauve-souris et aurait servi en fait d'hôte intermédiaire vers ensuite l'homme. Donc voilà. D'accord. Julia demande, quelqu'un est porteur sain, combien de temps est-il contagieux? Est-ce qu'on le sait? Alors, ça c'est encore une fois compliqué parce que justement les porteurs sains, on a du mal à les repérer, donc on a du mal à les étudier précisément et partout dans le monde, on est, la logistique des tests de dépistage est compliquée et on préfère pour l'instant prioriser la détection des cas et identifier les cas pour les isoler plutôt que d'utiliser des tests sur des gens qui n'ont pas de symptômes, qui ne sont pas malades. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que on peut rester contagieux assez longtemps. En moyenne 11 jours et parfois jusqu'à 20 jours, 25 jours au maximum en tout cas. Donc il est probable que les asymptomatiques restent contagieux un bon moment. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le virus il est pas magique, il ne transmet pas comme ça. Il faut qu'il y ait des gouttelettes, un échange de gouttelettes. Ce qui fait que les gens qui sont asymptomatiques et qui n'ont pas de symptômes, typiquement, ils ne vont pas tousser. Donc, s'ils ne vont pas tousser, ils vont moins avoir tendance à contaminer leur entourage en toussant. Donc, on peut raisonnablement penser que même si les asymptomatiques sont contagieux, ils sont quand même moins contagieux que les gens qui sont malades. Qui sont malades, d'accord. Le conseil, c'est de rester confiné, les 15 jours de confinement dans un premier temps. Pascal Crépès, ça vous semble être suffisant? Enfin, combien de temps il faudrait que la population soit confinée selon vos études? Alors, ça c'est là difficile. Encore, vous me posez une question difficile parce qu'il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique. Moi, si je fais tourner mon modèle et que dans mon modèle, je dis 0 contact entre individus, effectivement, en 15 jours, le problème est résolu. Tout simplement parce que s'il n'y a plus de contact entre individus, il n'y a plus de transmission, il n'y a plus de nouveaux cas. Et l'épidémie s'éteint. Sauf que dans la réalité, c'est absolument impossible d'avoir totalement zéro contact avec personne. Donc tout va dépendre de l'efficacité des mesures qui ont été prises, de la du respect aussi des Français, de leur attitude. Oui, après le respect, encore une fois, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens à l'heure actuelle qui s'amusent volontairement à aller contre les recommandations. Peut-être que on va avoir quelques cas, quelques exceptions, mais d'une manière générale, je pense que la prise de conscience est assez large, en tout cas j'espère. Donc on va réduire nos contacts en fonction du niveau de réduction. On va commencer à voir l'impact sur la courbe épidémique, sauf que comme il y a 6 jours d'incubation, dans les 6 prochains jours, les cas qu'on va voir apparaître, ce sont les cas qui auront été infectés avant les mesures. Donc il y a un peu d'inertie qu'il faut accepter. Faut pas se dire après-demain, non, ça change rien, il y a encore plus de cas qu'avant, les mesures ne sont pas efficaces. Non, il faut un peu de temps. Et donc, je pense qu'on pourra en dire plus d'ici une semaine ou deux, quoi. D'accord. Écoutez, merci. On avait René René, rapidement, on vous écoute. Oui, cher Valérie. Bonjour René. Bonjour Valérie. Oui, en fait, le docteur vient de répondre à ma question. Je voulais savoir si les asymptomatiques, en restant chez eux, confinés, dès lors qui sont porteurs sains, est-ce qu'ils constituent naturellement les anticorps? Et à partir de là, cela veut dire que le confinement est efficace. Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre? Non. Qui veut répondre? Alors, allez-y.
Oui, bien sûr qu'il est efficace, mais au-delà de, je veux dire, pour eux, ce qui est important au niveau des asymptomatiques, moi, le message que je voudrais faire passer à la fin de l'émission, c'est que bien sûr, les formes graves, on sait que l'hôpital est opérationnel. Que nous, dans nos cabinets, pour les formes symptomatiques et donner des conseils, on est là. Mais c'est que dans cette chaîne, je dirais que ceux qui ont le rôle le plus important à jouer, je veux dire, c'est la population. Ouais. C'est vraiment, c'est essentiel, tant vis-à-vis de leurs proches, vis-à-vis de leurs parents, et finalement pour éviter que ça se propage. Et le bilan qu'on aura, c'est éviter qu'on ait dans toute la France le Haut-Rhin, qu'on ait l'Oise, face à cette situation-là, et on voit la prise de conscience, elle est là, mais elle n'est pas totale. Moi, hier, le marché dans ma ville, qui est à 500 mètres de chez moi, les gens se croisaient, se parlaient à 50 cm l'un de l'autre et tout, et il faut cette prise de conscience parce que vraiment, je dirais que les soignants, entre guillemets, ceux qui ont le rôle le plus important, c'est la population. Ouais, mais je suis d'accord avec vous. J'ai vu moi aussi des attroupements devant un kebab hier avec 15 personnes qui discutaient comme si de rien n'était. Et tout à fait. Il faut savoir que la vente à emporter est autorisée, donc ce type d'attroupement, en tout cas jusqu'à hier, perdurait. Donc j'espère que le message est bien passé. On refera des émissions demain pour répondre à vos questions parce qu'il y en a beaucoup. Je vois des choses qui circulent. Essayez de ne pas propager de fake news ou de choses que vous croyez savoir. Je vois des choses pour lesquelles moi j'ai pas la réponse. On me dit quand on a été infecté, qu'on est re-infecté, c'est beaucoup plus dangereux. Docteur, il y a un des deux qui peut répondre? Non, je crois que là, après ça, ce qui fait il y a des formes de gravité qui sont liées aux facteurs de risque. On a des facteurs de comorbidité. C'est la tension, le diabète. Voilà, le diabète, les insuffisants respiratoires. Il y a l'âge aussi, il y a l'obésité. Et puis aujourd'hui, on verra ça dans les études plus tard, mais aujourd'hui, très clairement, et entre autres les cas chez des cas jeunes, des gens qui n'ont aucun facteur de comorbidité, on a identifié pas prendre d'ibuprofène, pas prendre de corticoïdes, ça. Et puis je crois que les études montreront qu'éventuellement il y a peut-être d'autres cas, mais en tout cas, restez confinés chez vous. Ne sortez pas de chez vous. Merci à tous les deux, merci Luc Duquesnel et merci beaucoup Pascal Crépet également. On se retrouve dans un instant pour commenter l'intervention du président de la République hier soir. À tout de suite.